La FRGDA, vite fait, c'est un réseau de 2000 exploitations à peu près, hein, répartis comme je vous l'ai dit, et avec des productions diversifiées, bio, conventionnelles, etc. Et surtout, une volonté, un ADN de vouloir faire par eux-mêmes un peu, d'avoir une autonomie de décision et de construire des projets dans un réseau de groupes. C'est des collectifs de groupes qui se constituent pour travailler ensemble. Je pense avoir tout dit là-dessus. Donc, 3 groupes, 3 témoins. Et le premier témoin, ça va être Maxime, donc qui va donc nous donner un petit peu sa manière de voir les choses, le fonctionnement de son entreprise par rapport aux attentes, aux différentes attentes qui viennent de la société d'ailleurs. Maxime, je t'invite à prendre ma place. Hein, et puis Anne va donc interagir avec toi pour alimenter le débat. Maxime, bienvenue. La première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu peux te présenter, toi et ton exploitation, pour que les intervenants et participants puissent mieux comprendre qui tu es et d'où tu viens? D'accord. Donc, Maxime Pilorget, je suis agriculteur à Ilifaux, une petite commune des Côtes-d'Armor, située à la frontière du Morbihan et de l'Ille-et-Vilaine. Je suis en exploitation avec ma maman, associée, et on a une salariée à temps plein. Donc, la ferme compte 90 vaches laitières. On livre à peu près 850 000 litres en laiterie. On a 108 hectares de terre, hein, répartis sur à peu près 48 hectares d'herbe, 30 de maïs, 28 de céréales à paille et 2 de betteraves. Et aussi, on a aussi un atelier de 450 places en engraissement de porc, en charte qualité porc sans antibiotiques et sans OGM. Ok, très bien, précis et concis. Autre question maintenant, comment as-tu fait évoluer ton système au cours de ta carrière et pourquoi et comment ça s'est passé tout ça? Ouais. Donc, grosso modo, pour résumer un peu ma carrière, ma jeune carrière d'agriculteur, donc de 2010 à 2014, on a eu des différentes phases sur l'exploitation. Hein. Donc, il a fallu regrouper les 2 exploitations, parce que je me suis installé sur l'exploitation d'un tiers, avec celle de mes parents. Il a fallu effectuer des différents travaux, pallier au décès de mon papa. C'était assez brutal, donc on a dû se réorganiser au niveau de la main-d'œuvre. Et donc, pendant toute cette période-là, j'étais un peu tête dans le guidon. Et j'ai un peu mis de côté mes objectifs d'installation, j'ai envie de dire. Et donc, en 2014, l'hiver 2014-2015, quand j'ai fait le point sur les 4 années passées, je me suis dit, mais bon sang, je fais vivre beaucoup de monde autour de moi. 2014, pour le petit rappel, c'était une bonne année laitière. Et la trésorerie, il n'y en avait pas plus que ça sur le compte. Et j'étais complètement à côté de mes pompes au niveau de mes objectifs agricoles. Quels étaient ces objectifs du coup? Mes objectifs, donc quand je me suis installé en 2010, je me suis dit, je veux avoir une exploitation respectueuse de l'environnement, mais qui associe à la fois une agriculture écologique et productive. Et donc, pendant cet hiver-là, je me suis renseigné un peu à droite à gauche sur les sites internet, sur différents articles de presse, et pour savoir comment je pouvais mettre ça en place sur mon exploitation. Et cette année-là, le CETA 35 dont je suis adhérent organisait un intergroupe ouverture laitière sur l'Europe. Et c'était cette année-là en Bavière, en Allemagne. Une agriculture qui ressemble grosso modo à la nôtre, un peu familiale. Donc vous êtes allé là-bas? Oui, on est allé là-bas avec les adhérents CETA 35. Et là-bas, on a visité une exploitation où il gars tournait en lait, où il avait une ration avec beaucoup d'herbes, base herbe dans sa ration. Et il était producteur d'énergie, donc il conciliait production, environnement, et donc ça m'a relativement marqué. Et 15 jours après, là cette fois-ci avec le groupe Garin, dont je suis adhérent, on avait choisi une visite extérieure, et c'était sur l'exploitation d'Anton Ziegler dans l'Orne. Et là, clairement, j'ai découvert une exploitation où il cultivait sur sol vivant, il nourrissait ses vaches avec les produits de sa ferme. Il y avait une autonomie en protéines et des résultats techniques qui collaient. Et donc, je me suis inspiré un peu de
de ces deux exploitations-là pour créer la mienne. Okay. Et concrètement, du coup, tu as changé quoi? Concrètement, avant, on va dire en 2014, c'était système tout ce qu'il y a de plus traditionnel. C'était des rations maïs-soja avec achat de luzerne d'Asie, un peu de pâturage. Et aujourd'hui, ça a complètement renversé la donne. Donc j'ai remis de l'herbe et de l'accès au pâturage à mes vaches. J'ai mis en place des prairies de fauche. Et donc la part de maïs en silage a très fortement diminué parce que cette année, je n'ensile pas de maïs en silage, entière, du maïs épi. Et donc voilà, j'ai arrêté le labour. Et donc aujourd'hui, je suis en TCS et je vais vers le semi-direct. Toutes mes cultures d'automne, céréales à paille, sont implantées en semi-direct. Voilà, les étapes, c'est fait par étapes. Donc, si je résume, tu t'es orienté vers une exploitation qui produit, avec des prairies où les vaches sortent, voilà, en produisant de la protéine en plus, oui, en réduisant la surface en maïs, voilà, et en plus avec du sans labour. Voilà. Donc tout ça en 5 ans. Voilà, ouais. Moi, quand je fais les choses, j'essaie de mettre les grands moyens. Et donc, du coup, l'autonomie en protéines, je l'ai eu via les prairies de fauche et via les méthaïles protéagineux dérobés avant maïs. Et donc, en mettant ça en place, j'ai réduit quand même fortement l'achat de soja, dans le but aussi de moins dépendre des sojas, on va dire, outre-Atlantique, le soja OGM. Donc, on voit bien dans les attentes sociétales, on veut pas moins d'OGM, on veut moins de produits phytosanitaires. Et donc, je pense que je suis en corrélation face à ces attentes-là. Donc, par rapport aux attentes sociétales, le thème de la conférence, c'est être moins dépendant en protéines, acheter moins d'OGM. J'en ai loupé peut-être. Est-ce que tu peux me redire un petit peu en quoi ton système correspond bien aux attentes? Dans mon système, donc j'ai remis, à l'époque, j'avais grosso modo 25 hectares de prairies. Il faut savoir que la prairie, c'est le premier écosystème qui stocke du carbone après la forêt. Donc, on répond à des exigences en matière de réchauffement climatique. Et en mettant des prairies dans ma rotation, donc je stocke du carbone et de deux, je suis moins dépendant des protéines extérieures. Je fais des fauches précoces et j'incorpore ça dans la ration des laitières. Et voilà, donc on utilise aussi moins de phyto forcément, puisque on ne met pas le pulvé, on met pas les produits phytosanitaires sur les prairies. Donc la liste de fréquences de traitement a fortement baissé aussi. Ok, pas mal de choses du coup qui rejoignent tout ça. Est-ce que tu peux me dire en fait pourquoi tu prends en compte les attentes sociétales? Qu'est-ce qui te motive maintenant? Qu'est-ce qui me motive? Déjà, moi personnellement, c'est plus une agriculture en laquelle je suis en phase. Et autre point, c'est donc j'ai beaucoup d'amis qui sont hors agricole. Et quand on discute avec eux, oui, qu'est-ce que tu fais pour l'environnement? Est-ce que tu utilises des produits phyto, machin? On voit que la population a des attentes par rapport à ça. Et par rapport aux pratiques que je fais, donc je suis plus en corrélation avec ça. J'utilise moins de produits. Attente sociétale, est-ce que ça t'apporte d'autres choses? Parce que ce n'est pas que pour les consommateurs ou la société que tu fais ça, j'imagine. Ah non, bien sûr, c'est pour moi. Donc, comme j'ai dit au début, en 2014, quand j'ai fait le point sur les 4 années passées, je me suis rendu compte que financièrement, c'était un peu tendu. Et donc, avec la mise en place d'un système comme je l'ai fait, en étant moins dépendant de l'extérieur, j'ai pu reconstituer de la trésorerie sur mon exploitation tout en gardant des performances techniques à la hauteur de mes exigences. Avec ton système, les performances techniques, je pense qu'il y a des éleveurs qui nous regardent, ils seraient curieux de savoir. Est-ce que tu peux donner quelques chiffres? Oui, donc on a une moyenne de 10 500 par vache en ce moment-là. Juste au dernier ticket laiterie, on était à 34,5 litres de lait, avec un 33 en TP et 38 et quelques en TB, au moins de matière grasse en ce moment. Et tout ça avec 2,5 kg de soja. Un coût de ration qui ne coûte pas cher. Et on peut allier performance technique et économique. Et attente sociétale. Et attente sociétale en même temps. Voilà. Ça, c'est très bien. Est-ce que tu as une étape
La suite, c'est quoi, du coup, parce que ton système est déjà bien calé. Est-ce que tu as envie d'aller plus loin là-dedans? Oui, oui, bon, bah, je me suis posé la question il y a à peu près 2 ans. Pourquoi pas aller plus loin vers le bio? Et en fait, parce que la société attend plus que le producteur, la France devienne plus bio. Et en fait, en faisant le tour de la question, moi j'ai une exigence, c'est que je ne veux plus labourer mes sols. Je vais conduire en TCS et en semi-direct parce que je vois beaucoup d'évolution sur mes sols, des sols qui sont beaucoup plus vivants, où on voit beaucoup plus de faune sur mes sols. La preuve, cette année, j'ai eu 2 couvées de perdrix sur mes terres. Et donc, s'ils ont à manger, ils ont plus de facilité à se reproduire. Et, et donc tout ça, plus l'accès au pâturage, parce qu'il faut savoir que j'ai que 21 arbres accessibles pour mes vaches laitières. Donc ça compromet quand même la façon de produire avec beaucoup plus d'herbe. Et, et le fait de vouloir garder un système assez productif, c'est dans mes convictions que je suis plutôt partant. Puis j'aime bien voir des vaches avec le pied tendu le matin quand je vais à la salle de traite. Et voilà, c'était plus en corrélation avec mon état d'esprit. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de rester en conventionnel, mais tout en continuant à aller dans cette démarche de préservation de l'environnement et autonomie protéine. Et justement, donc voilà, j'aimerais bien, pourquoi pas essayer de produire ma protéine plutôt que de l'apporter des Amériques. Pourquoi pas faire du soja, de la févrole, des pois, je ne sais pas encore, je cherche. Je sais que le CETA travaille, ont mis des essais en place pour savoir comment adapter ces cultures-là à notre région, à notre élevage, et savoir s'il y a vraiment un lien économique, technique et environnemental. Ok, donc là, tu vas rentrer dans les essais avec le CETA. Oui. Donc, à cette rentrée-là, je rentre référent. Ok. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport aux attentes sociétales ou un petit mot de conclusion pour ton témoignage? Non, pas forcément. Après, les attentes sociétales, il y a ce que vivent les agriculteurs et ce que vivent qu'attendent les citoyens et ce que font les agriculteurs. Je pense que, notamment sur le bien-être animal, on voit bien, c'est ceux qui en parlent le plus, qui en connaissent le moins. Et je pense qu'on peut. C'est les agriculteurs, quand même, qui savent comment quel est le bien-être de l'animal, puisqu'on passe énormément de temps avec eux. On voit bien quand une vache est en bonne santé, quand une vache est bien, quand un cochon est bien. On voit tout ça. Donc voilà, donc je n'ai rien d'autre je trouve. C'est très bien. Merci Maxime pour ce témoignage. De rien.